Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Vous le savez, toutes les semaines, nous posons 3 questions à un penseur, un intellectuel, un acteur de terrain ou une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines, aussi de la description de nos maux contemporains, l'islamisme, les identitaires, encore les récupérations populistes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Dinota, romancier, docteur en sciences politiques, qui vient notamment de sortir un livre en quête intitulé « J'ai exécuté un chien de l'enfer », faisant référence bien évidemment à ce que le terroriste qui a décapité Samuel Paty avait tweeté après son acte. Bonjour David. Bonjour et merci de votre invitation. La première question que j'ai envie de vous poser est tout simplement pourquoi avez-vous voulu écrire ce livre ? Eh bien, j'ai envie de vous répondre d'une façon tout aussi simple, essentiellement parce que je ne voulais pas que cette histoire ne soit racontée que par l'administration, que seul le discours de l'administration soit celui qui soit entendu et répété. Je voulais prendre cette histoire du point de vue de l'individu. C'est ce qui explique d'ailleurs que les rapports n'ont pas le même titre. Moi, c'est vraiment rapport de l'assassinat de Samuel Paty, alors que le rapport officiel, c'est rapport sur les événements survenus au Bois d'Aulne, au collège du Bois d'Aulne, donc à une structure administrative. Donc, dans un cas, on parle d'une structure administrative et dans mon rapport, on regarde l'histoire, on raconte l'histoire du point de vue de l'individu. Alors justement, l'un des points centraux qui me semble particulièrement intéressant dans votre livre est la description d'un système kafkaïen, d'ailleurs vous faites référence dès le début à Kafka, dans lequel Samuel Paty s'est retrouvé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et comment est-ce que vous expliquez cela ? Oui. La première chose que je veux dire, c'est que ce n'est pas une mignardise littéraire, ce n'est pas une référence pour faire joli. Elle pose un enjeu fondamental en réalité. Il y a une guerre aujourd'hui d'interprétation, vous savez, une guerre de lecture, une guerre de description, je dirais, parce qu'évidemment, mon livre est là pour décrire quelque chose, un phénomène, et vous ne décrivez pas du tout le même phénomène si vous partez du principe que ce qui est à l'origine de l'assassinat, c'est une calomnie, ou si ce qui est à l'origine de l'assassinat, c'est un manquement du professeur ou un défaut du professeur ou voilà, une maladresse ou une maladresse pédagogique ou une mauvaise compréhension de la laïcité. Ce n'est pas du tout la même histoire. Vous savez que évidemment le procès de Kafka, ça commence par une calomnie, et puis le héros Joseph K devra se justifier indéfiniment et jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Et comme un chien, dit Kafka. Donc, si vous voulez, là, vous avez une grille de lecture qui me paraît beaucoup plus pertinente, beaucoup plus fine pour comprendre vraiment le réel. La littérature nous sert à comprendre le réel. Et je pense que le langage administratif nous en éloigne. C'est toute la guerre de position qui se joue entre ces deux rapports. Parce qu'en effet, Samuel Paty a dû s'excuser pour quelque chose. Le 6 octobre. Dès le départ, avant même qu'on ne puisse vérifier le contenu de la rumeur, d'accord, avant même qu'on ne se rende compte qu'elle était construite sur un pur mensonge, et en plus un mensonge très grave puisqu'il va être orchestré par une campagne d'islamistes, eh bien, le professeur est en position de devoir s'excuser. Et à partir de cette première position absurde, puisqu'il faut s'excuser d'une rumeur dont vous êtes la victime, qui est absurde. Donc là, on est vraiment chez Kafka tout de suite. Et ce que je décris, c'est ce qui va découler, cet engrenage terrible et infernal qui va découler de ce premier acte qui paraît a priori très anodin. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, que nous posons en réalité à tous nos invités, parce qu'effectivement, notre objectif, c'est aussi d'essayer de voir ce qu'on peut faire mieux et comment on peut en changer les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'une nouvelle affaire Paty ne puisse pas avoir lieu ? La première chose pour moi, très simplement, c'est de décrire véritablement, c'est-à-dire que l'administration fasse une authentique autocritique. Si ça avait été le cas, je n'aurais pas écrit mon livre. C'est parce que j'ai constaté que c'était une succession d'éléments de langage sur éléments de langage et puis une apologie de l'administration par elle-même que j'ai été vraiment stupéfait que personne n'ait remarqué que le rapport officiel avait au centre, c'est comme la lettre volée d'Edgar Poe, si vous voulez, chacun se justifier, etc. Mais au centre, il y avait une bourre
pédagogique fondamentale qui consistait à reprocher, parce qu'il faut voir l'acte d'accusation, hein, qui consistait à reprocher au professeur d'avoir froissé ses élèves, ce qui veut dire que les référents laïcité, c'est-à-dire ceux qui prennent pour mission de défendre la laïcité, ont sanctuarisé le ressenti religieux des élèves et non pas la parole laïque du professeur. Parce que, alors, en somme, le professeur devait se caler sur le ressenti religieux des élèves. Et c'était sa faute. Donc, c'est une D'ailleurs, d'une bourde certaine manière, pédagogique. c'est un discours qui continue, même à ce jour. Mais bien sûr, c'est un vrai enjeu politique. C'est pour ça que c'est le contraire d'un fait divers. Et c'est vraiment une histoire politique que je raconte, avec des vrais enjeux. Et si vous voulez, à partir de là, ce qui m'a fasciné, mais vraiment fasciné, hein, je dois vous dire, c'est que personne, dans toute la chaîne de commandement de l'inspection générale, puis de l'éducation nationale, au moment même où il parle de défendre la laïcité, les valeurs de la République, personne, pas un individu, n'est dit « mais attendez, on ne peut quand même pas reprocher à un professeur d'offenser ses élèves, parce qu'à ce moment-là, on est en train de dire qu'un professeur qui enseigne la laïcité doit se caler sur le ressenti religieux, ce qui est une contradiction monumentale. » Et personne ne s'est dit « mais alors, non, on peut pas écrire ça. On ne peut pas écrire ça. » Et donc, moi, je décris comment, évidemment, on en arrive à devoir lui reprocher ça, à partir d'ailleurs d'une chose extraordinairement complexe qui consiste à passer d'un chantage islamiste à la base, hein, parce que ça commence par un chantage islamiste, puis c'est transformé en un problème pédagogique, et finalement, ça devient la responsabilité du professeur. Cette trajectoire est hallucinante, et c'est ce que j'ai voulu raconter en détail. Donc, quelle proposition? Pour répondre à votre question, eh ben, je dirais relire Edgar Poe, et se dire que le plus important dans une enquête, ce n'est pas ce qui est caché, ce n'est pas ce qu'on révèle au sens journalistique du terme, c'est ce qui est le plus évident et que personne ne veut voir. Merci beaucoup, David Notat, vraiment d'avoir pris le temps. Je vous en prie. Et je suis sûre que nos auditeurs vont énormément apprécier cet entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.